long rebound. Steph, no timeout with 6. At 5, Curry for the lead. The game's a game. The game's a game. The game's a game. The game's a game. Always. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Avant qu'on parte sur notre thème du jour, voilà un petit coup d'auto-promo. Je voulais vous rappeler que depuis 2 semaines, on a lancé donc un nouveau podcast avec mon acolyte Pierre-Armand Samama. On a appelé ça le podcast Hoop Culture. C'est tous les dimanches à 17h. Et en gros, c'est une manière pour nous de parler de l'actualité, ou pas de l'actualité, mais de tout ce qui touche à la culture basket, mais au-delà des lignes du terrain. Donc on parle musique, cinéma, ou on peut même chercher des thématiques un peu transversale. Voilà, dans le deuxième épisode qu'on a posté hier, on parlait des vilains, donc qui sont ces joueurs qui se sont fait une profession d'être des méchants sur le terrain. On leur cherche voilà, des équivalents dans la fiction du côté des films ou des séries. C'est plutôt sympa. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil ou jeter une oreille. C'est sur la chaîne YouTube Rivers Basket Session, c'est sur nos plateformes de streaming audio. N'hésitez pas à regarder ce que ça donne et puis surtout à nous faire un retour. Voilà, on est friand pour savoir un petit peu ce que vous en pensez, essayer de s'améliorer. On adore avoir tous vos retours et on vous remercie d'ailleurs, quelles que soient les émissions, que ce soit le CQFR, le podcast, la Late Session. Merci à vous de nous suivre et de nous aider à vous proposer les meilleurs contenus possibles. On est vraiment reconnaissant pour tout ça. Tel que moi je le suis reconnaissant d'avoir mes 2 partenaires de crime, Shai Mamou, Antoine Pimel, les fines plumes du CQFR et de la presse basket, avec moi pour un nouvel épisode du podcast. Cette semaine, on est encore un peu loin de la reprise du championnat, donc on voulait pas forcément partir dès à présent sur une preview. Ce qu'on voulait faire par contre, c'était se poser la question de savoir, avant chaque saison, on sait que tout le monde, il y a une vingtaine d'équipes qui veulent jouer le titre, une dizaine qui pensent pouvoir jouer le titre, une dizaine qui vont jouer la draft. Nous, on voulait savoir quels seront les joueurs ou les équipes qui auront le plus à perdre cette saison 2023-2024. Et pour m'aider à faire le tri dans tout ça, donc comme je vous le disais, je suis rejoint par Shai et Antoine. Comment ça va les gars ? Super bien, une très belle intro pour présenter Hoop Culture 1 que je vous recommande aussi évidemment. C'est pas parce que c'est la maison, mais c'est un format différent très cool, donc je vous le recommande. Sinon ça va très très bien. Ouais, en forme, prêt à en découdre. Antoine, il est laisse tomber. chaud. Coupe de cheveux taillée à la perfection, barbe affinée. On est prêt pour. C'est fini. C'est le temps de se reprendre en main. C'est fini, les cheveux longs. Tu vois, couper les cheveux, reprise de la muscu, de la course. C'est ça. Ça va te perdre. Bientôt, Basket Session, le OnlyFans. Restez à l'écoute, on vous donnera Antoine Pimel, le OnlyFans surtout. C'est le seul qui peut. Hein. C'est la suite logique. Après, OnlyFans, tu peux faire ce que tu veux. Hein. C'est juste la surprise. Tu peux surprendre les gens. Tu peux faire des cours de cuisine sur OnlyFans si tu veux, Shai. Il n'y a pas de problème. On va retirer des lancers francs. Si vous voulez me voir faire des airballs à 3 points, pareil, je peux vous... Pas de problème. Je suis très fort. Moi, je frappe des coups francs si vous voulez, parce que je les lancers francs, je pense pas que ce sera très convaincant, mais bon. Pour les rater, oui, mais si c'est pour les rater, c'est pas un problème. Je peux taper des coups francs aussi, il n'y a pas de problème. Je suis multisport quand il s'agit de rater des trucs. Justement, donc on va parler de ceux qui ont le plus à perdre. Shai, Antoine, allez, vous pouvez faire ça au bras de fer. Je vous ouvre la question. Qui, à votre avis, a le plus à perdre durant cette saison à venir ? Je ne sais pas lequel de vous veut saisir la question à bras-le-corps. Vas-y, Antoine, je te laisse l'honneur de démarrer. Allez, je vais commencer par les Suns. C'est pas forcément le premier nom qui m'est venu en tête tout à l'heure quand j'ai commencé à préparer, mais je vais parler de Phoenix. Il y a eu un nouveau propriétaire, Matisse Bia, qui est arrivé donc en février. Non, avant février dernier. Je sais. Super, ça commence très bien. Je sais plus exactement à quel merci moment Antoine. Shai Mamou, est-ce que tu peux nous donner maintenant ton choix ? Non, mais il ne doit pas arriver longtemps avant février, parce que dès qu'il arrive, de toute façon, il fait Kevin Durant. Voilà. Donc, en début d'année, allez. Il est arrivé en début d'année, voilà, grosso modo, entre le mois d'octobre et le mois de février. Voilà. Il part dans cette tranche. Et donc, oui, voilà, l'arrivée d'un nouveau propriétaire, tout de suite des ambitions. Kevin Durant qui arrive en cours de saison dernière, en sacrifiant quand même 2 joueurs intéressants et assez jeunes, Michael Bridges et Cameron Johnson.
plus des pics évidemment. Derrière, on s'était dit Kevin Durant c'est déjà pas mal, mais c'était pas assez à ses yeux. C'est-à-dire que cet été il y a eu Bradley Beal aussi, ça nous a même presque surpris en fait quand on a vu que les Suns étaient sur Bradley Beal. Il y a encore des tractations en ce moment autour de DeAndre Ayton, mais ce qui est sûr c'est qu'il y a quand même une très très grosse équipe à Phoenix. C'est un peu le retour d'une espèce de super team. Et je pense que du coup, il y a évidemment une pression de résultat. Il y en avait une dès la minute où Kevin Durant s'est pointé, avec son âge, son contrat. Et pareil, Bradley Beal est plus tout jeune, Devin Booker est entré dans son prime, mais je pense qu'il y a volonté de gagner le plus tôt possible pour rentabiliser l'investissement. Je pense que là, si je dis pas de bêtises, Phoenix a transféré absolument tous les pics que la franchise possède, plus des swaps sur ceux qu'elle n'avait pas le droit de transférer. Donc Phoenix n'a absolument aucun pic jusqu'en 2030, ou n'a pas la main sur ses pics jusqu'en 2030. C'est le moment de gagner. Je pense que du coup, ça met tout de suite une pression. Il y a un nouveau coach. Ça fait pas mal de raisons de ne pas avoir le droit de se planter. Je dirais, je prendrais ça comme ça. Je suis évidemment d'accord avec toi, mais j'ai l'impression quand même que toute cette pression est liée à... Ça tourne pas mal autour de Kevin Durant quand même. Parce que c'est le fait qu'il soit là, le fait qu'il soit plus tout jeune, comme on dit, même si je pense que c'est encore un joueur très très important et très fort dans la ligue. Mais c'est surtout lui aussi, c'est lié à sa propre legacy. Si là non plus, il n'arrive pas à faire quelque chose de... Alors je dis pas que s'il ne gagne pas un titre, c'est forcément un échec, hein, même si c'est quand même une super team, un super trio. Mais s'il y a vraiment échec, s'il y a défaite prématurée, s'il y a incompatibilité d'humeur, mauvaise connexion avec les deux autres. Alors avec Booker, ça s'est bien passé les premiers temps. Mais si ça ne fonctionne pas, l'échec des Suns sera aussi le sien, et même majoritairement le sien, je pense. Parce que Booker a encore du temps derrière. Bill, il est là, avec ce choix-là, je ne le considère plus comme un joueur majeur de la ligue, une potentielle superstar. C'était un franchise player quand même, Bradley Beal. Donc pour moi, ça tourne quand même beaucoup autour de Kevin Durant, mais je suis d'accord, les Suns vont avoir une pression médiatique, et ils vont être observés. KD va être observé. Tu vas voir les glorieux anciens qui seront là, prêts à critiquer, à analyser si ça se passe pas bien. Les fameux conducteurs de bus de l'époque avec Curry, ils vont leur dire là, t'étais le conducteur du bus, ça n'a pas marché. Enfin bref, je m'attends à tout ça, donc je suis d'accord. Grosse pression sur KD et sur les Suns. Ouais, d'autant qu'effectivement, c'est un move, enfin, c'est deux moves all-in qu'ont fait les Suns. Et là, si tu gagnes pas, c'est même pas trust de process, quoi. C'est trust la décennie, parce que t'es mort pendant 10 ans. Donc, de toute façon, tu peux pas te relever. T'as tout misé sur un mec, qui est effectivement, quand il est sur le terrain, aujourd'hui encore l'un des meilleurs joueurs de la ligue, Kevin Durant. Mais on a bien vu ces dernières années que c'était pas une garantie de parier sur un seul joueur. On sait à quel point les saisons sont longues, les blessures, ce qui peut se passer en playoff, etc. Et là, ce qui est un petit peu, effectivement, là où je te rejoins complètement, Antoine, c'est que si ça marche pas pour les Suns, c'est mort pour un bon moment. Je pense que je vois pas, parce qu'effectivement, chaque année qui passe, KD a plus de chances d'être blessé, moins de chances d'être. Il a déjà commencé à perdre un petit peu de sa superbe. On en parlait, je crois que c'était la semaine dernière, quoi. Ses dernières performances en playoff sont terminées en demi-teinte, hein, pour un joueur de son calibre, j'entends, mais face aux Celtics il y a 2 ans et face aux champions du titre, aux Nuggets, l'an dernier. Donc ouais, gros challenge pour Phoenix, qui a effectivement beaucoup à gagner. Ceci dit, hein, il faut reconnaître, c'est le genre de pari. Si tu gagnes un titre, même si après derrière tu as 10 ans de disette, finalement tu peux justifier le fait que ça valait le coup, comme quand les Lakers ont fait ce qu'il fallait pour faire venir Anthony Davis. Ils ont gagné en 2020 dans la bulle, donc pour moi ça valide finalement le trade qui avait été fait à l'époque. Les Suns, ils sont dans la même situation, mais avec, je pense, peut-être plus d'incertitude, en tout cas peut-être d'un risque plus grand encore, quoi. Mais j'aime bien le fait que Shai ait recentré ça sur Kevin Durant, tu as raison. Enfin, en tout cas, mis l'accent sur Kevin Durant. Il est arrivé pile là où il le voulait quand même. C'est lui qui a demandé Phoenix. C'est clair. Ça joue aussi, je pense, sur la pression sur sa legacy, parce que voilà, il a demandé à jouer avec Booker, il voulait aller là-bas, il est arrivé. Derrière, ils ont Bill qui se joint à l'aventure. Je pense qu'ils ont déjà lui aussi, Booker a certainement un droit de regard sur ce qui se passe, mais je pense que Durant aussi. Je crois que c'est ça qu'on avait compris d'ailleurs de ce que disaient les insiders sur un peu tout ce qui s'est passé pendant l'été. Donc ouais, je suis d'accord que sa legacy, il y a un vrai intérêt à aller chercher un titre, quoi. Ouais, parce que là, effectivement, tu peux dire, attends, t'as été au Nets, t'as eu tous les joueurs que tu voulais avec toi, ouais. Ça n'a pas marché, quelle que soit la raison. T'es parti à Phoenix, l'équipe que tu voulais avec tous les joueurs que tu voulais à nouveau, ça n'a pas marché.
au cas où ça marcherait pas pour Phoenix, bien sûr. Effectivement, là, derrière, c'est dur en termes de legacy. Déjà que finalement, ces titres aux Warriors, alors moi, je fais pas partie de cela, par exemple, mais il y a quand même pas mal de gens qui mettent une astérix à ces titres remportés avec Golden State. Là, j'ose même pas imaginer ce que ça va être si jamais ça devait ne pas fonctionner du côté des Suns, quoi. Ouais. Shai, t'en as un, toi, de ton côté, parmi ceux qui ont beaucoup Ouais. à perdre cette année? J'en ai quelques-uns. Allez, je vais vous embêter un peu avec les Grizzlies, ça fait longtemps. Alors, c'est pas les Grizzlies, moi, c'est Ja Morant. C'est Ja Morant parce que, alors je sais qu'il n'est pas là en début de saison, hein, il est suspendu 25 matchs. Il ne reviendra pas avant le 19 décembre s'il est apte à jouer contre les Pelicans. Mais à partir du moment où il va revenir, je pense qu'il a une énorme pression de ne pas faire d'écart, de retrouver un statut de franchise player dont on a l'impression qu'il peut mener une équipe très loin. C'est quand même l'impression qu'on avait avant qu'il y ait toutes ces histoires. Ils étaient sur une phase ascendante avec un groupe solide, jeune qui se montait. Et là, tout ce qu'il y a eu autour de lui et de sa suspension finalement, bah là, ça ressemble un peu à une troisième chance parce qu'il avait déjà eu une deuxième chance après le premier incident. Visiblement, ça n'avait pas été bien assimilé. Il y avait beaucoup de gens ont eu l'impression qu'on les avait pris pour des dindons dans l'histoire quand même. Hein, on va pas se mentir. Moi y compris, hein, je m'étais dit après la première fois, bon allez, c'était franchement pas finaux, c'était même très dangereux et il va comprendre. Et puis visiblement, c'était pas très bien assimilé. J'imagine que s'il revient, alors j'ose même pas imaginer qu'il revienne et qu'il se refasse filmer avec un flingue, honnêtement. Mais n'importe Là, quel ça autre. Parce qu'il y a le comportement, donc il y a tout ce qui va dégager en dehors du terrain. Hein, ça peut être n'importe quel type d'incartade. Hein. Aujourd'hui, les joueurs sont médiatisés, surveillés, tout est relayé. Mais il y a aussi sur le terrain, je pense qu'il a une énorme pression parce qu'il faut qu'il prouve que sportivement, il peut encore être un des meilleurs joueurs de la ligue, finalement. Un des meilleurs meneurs, un joueur capable d'emmener Memphis ou de ramener Memphis parmi les prétendants à l'Ouest. Là, c'est une saison bizarre pour Memphis, je trouve, avec comment ça s'est terminé la dernière fois. L'effectif qui a un peu changé, il y a avec Marcus Smart qui est arrivé, des joueurs qui ont changé de statut aussi, et le fait que la franchise est, selon moi, hein, pas spécialement cherché à protéger à tout prix Ja Morant. Je pense qu'ils lui ont vraiment dit qu'il avait déconné, honnêtement. Et j'ai l'impression que si ça ne marche pas quand il revient, ils lui feront pas de cadeau et ils seront limite prêts à passer à autre chose, en fait. J'ai cette impression-là. C'est pour ça que de mon point de vue, sportivement et extra-sportivement, il va avoir beaucoup de pression quand il va revenir. Ah, c'est intéressant, c'est marrant parce qu'effectivement, je vois la pression qu'il y aura autour de Ja Morant. Par contre, j'ai pas l'impression qu'il ait forcément tant que ça à perdre dans le sens où je me dis là, finalement, si là, en fait, à chaque fois qu'il est sur le terrain, il est bon. À chaque fois qu'il est sur le terrain, il est bon, il aide son équipe. Et là, s'il n'arrive pas à mettre de côté les aspects extrasportifs, s'il n'arrive pas à se canaliser un petit peu et à grandir simplement de ce côté-là, je me dis, bon, bah, c'est pas une perdue en fait. Limite, c'est. Là maintenant, si tu en es à ce stade-là et que tu n'arrives pas à corriger ce qu'il faut corriger en dehors du terrain, c'est que tu n'es pas fait pour le sport de très haut niveau en 2023-2024. Ça veut dire qu'il va perdre ce statut de star de la ligue, il va perdre des contrats publicitaires, de sponsoring. Qui, pour l'instant, il n'a pas encore énormément perdu. De ce que j'ai compris, les gros sponsors ne l'ont pas encore totalement lâché. Il y a ça, il peut perdre. Je trouve qu'il peut perdre énormément, même si sportivement, c'est difficile. Encore une fois, je veux être optimiste et me dire qu'il ne va pas redéconner, il ne va pas se repointer avec un gun à l'entraînement ou j'en sais rien, ou se faire prendre en Snapchat, sur Snapchat par un pote dans une voiture. Ça, je ne peux même pas l'envisager en fait. Mais vu qu'il y a eu d'autres trucs en dehors de ça, les histoires où il y avait l'embrouille avec le gamin, avec ça, c'est beaucoup plus. Mais t'as raison d'en parler parce qu'en fait, ce qui est fou, c'est que le vrai truc, c'est celui-là en fait. Quelque part, c'est celui avec le gamin. L'affaire la plus chaude. Ouais, parce que ça, c'est vraiment des faits avérés. Alors que le reste, en fait, c'est juste arrête de te filmer en fait. Juste, tu peux être dans ta voiture avec ton flingue si tu veux, mais arrête de te filmer et de montrer ça à des millions de personnes. Ouais. C'est juste, arrête d'être débile. Je dis pas que je préférais qu'il ait pas d'arme à feu dans sa voiture et qu'il se comporte bien, mais finalement, ce qu'il a mis dans les problèmes, c'est même pas d'avoir une arme à feu, c'est de s'être filmé et d'avoir balancé ça à tous les gens qui le regardaient. Et c'est pour ça que t'as raison de parler de l'incident avec donc le gamin là qui s'est fait, pour rappeler un petit peu rapidement les faits, qui participait à un pick-up game chez Ja Morant et qui s'est fait taper dessus par Ja Morant et d'autres, d'après en tout cas c'est ce qui était reproché devant la justice. Ça par contre, oui, tu as tout à fait raison de le noter, ça c'est un vrai fait problématique de fond, quoi. C'est pour ça que je disais qu'il n'y avait pas que les guns. Il y a d'autres trucs. C'est le comportement global. Voilà. Ouais. Et ça, il y a ça. Et je maintiens que sur le terrain, il doit réussir aussi à retrouver
à essayer d'en revenir là où il en était. Et c'est pas facile quand tu manques 25 matchs, que l'équipe a essayé de se débrouiller sans toi, que même historiquement, bon, les derniers playoffs, est-ce que c'est vraiment un bon exemple? Je sais pas, mais les Grizzlies ont plutôt bien joué sans Morant. Enfin, depuis que cette équipe est sous cette forme-là. Donc, moi, j'espère pour lui et je pense que c'est possible, hein, et qu'il revienne et qu'on retrouve le leader que moi, je trouvais personnellement inspirant pour les autres sur le terrain. Avec ce côté nous contre le reste du monde qui a énervé beaucoup de personnes, hein, j'en conviens. Je pense que Ja Morant a quand même pas mal de choses à perdre s'il fait pas les choses correctement en revenant. Moi, je me demande combien de temps, en fait, est-ce que les Grizzlies et Morant, ils vont réussir à repartir vraiment de l'avant ensemble? Que Morant, il brille sur le terrain, ça, j'en doute pas. S'il venait à y avoir d'autres problèmes de comportement, je pense qu'effectivement, eux, je suis d'accord avec toi, Shai, il y aurait plus vite que prévu l'envie de tourner la page. Par contre, je m'inquiète pas pour lui, hein. Si demain les Grizzlies voulaient le transférer, je pense qu'il pourrait honnêtement se refilmer avec un gun, qu'il y aurait quand même une équipe qui serait prête à lui offrir un contrat. C'est ça le plus fou. Donc je pense que de toute façon, il trouverait un point de chute. Il est jeune, il est très fort. Mais je me demande dans quelle mesure, l'organisation et le joueur. Tu vois, je veux dire, même Allen Iverson, il a fini par gonfler les Sixers, quoi. C'était Allen Iverson, tu vois. Il y a Et c'était avant les réseaux sociaux, parce que Et pour le c'était coup, je exactement. pense que le nombre de trucs qui devaient se passer en dehors. Alors, moi, j'adore Allen Iverson, hein, c'est pas ça, mais. Ah, mais ça doit être dingue. Mais même Ja Morant, je pense qu'on a sans doute des épisodes, tu sais, des épisodes qui sont vraiment que internes à la franchise, des trucs un peu mineurs, tu vois, pas forcément graves, mais des attitudes, des comportements dont au final, on n'a pas idée, tu vois. Je me demande combien de temps les Grizzlies et Ja Morant vont réussir, pas à cohabiter, mais est-ce que vraiment il va y avoir un nouvel élan et tout le monde va réussir à laisser ça derrière soi? Il a quand même été suspendu un moment par sa franchise. Je sais pas ce que ça va donner entre Ja Morant et les Grizzlies, mais j'ai l'impression que c'est déjà un coup difficile dans leur relation, alors que ça fait pas si longtemps que ça qu'il est en NBA et qu'il est à Memphis, sachant que c'est toujours délicat généralement pour les petits marchés de conserver leur superstar. Et lui, en plus, il a réussi à représenter vraiment les Grizzlies. Et je me demande si ça va pas un peu laisser une trace qui amènerait un jour à une séparation, en fait. En tout cas, son équipe de com fait le forcing pour que la narrative sur la rédemption soit acceptée par tous là. Il y a des images de lui à l'entraînement, le retour, la rédemption. Donc j'espère que c'est pas que du vent et qu'on va retrouver le Ja Morant. Moi qui aime bien les Grizzlies, forcément, quand je le vois jouer, ça fait partie des joueurs excitants à voir quand même. C'est en dehors de toute considération extra-sportive de ce qu'il nous a fait comme débilité ces derniers mois. Ça reste un des joueurs que je préfère voir jouer en NBA quand même. Donc voilà, j'espère qu'il va rester à peu près dans les clous tout en restant divertissant sur le terrain. C'est tout le mal que je lui souhaite et que je souhaite aux Grizzlies aussi. C'est clair que son équipe de com a dû être restaffée en conséquence, et que pour Thanksgiving, je peux te garantir qu'il va y avoir tu vas le voir balancer des dindes dans tous les quartiers de Memphis pour redorer son image. Vous pouvez le marquer déjà sur votre calendrier, hein. Si vous avez rien à manger, que vous êtes dans le coin, vous êtes vers Memphis, il y a Ja Morant qui livre à domicile cette année, il n'y a pas de problème. Allez, moi j'en ai un. Alors c'est pas forcément. Je suis allé chercher un petit peu, comment dire, du côté underground, mais quelqu'un qui a beaucoup à perdre, je pense, cette année, moi, c'est Joe Mazzulla que j'ai choisi. Parce qu'effectivement, il a réussi à sauver sa peau l'an dernier. Il était dans une situation pas facile du côté des Celtics. Cette année, c'est quand même compliqué. Il y a Marcus Smart, un peu le cœur de l'équipe, qui est parti. Kristaps Porzingis qui arrive. On en avait parlé déjà au moment du trade. Moi, je trouve le trade plutôt intéressant du côté des Celtics. Mais le truc, c'est que Porzingis, il est déjà blessé. On ne sait pas encore s'il pourra vraiment être là sur le terrain dès la reprise. En espérant quand même, il a problème de blessure à la voûte plantaire. Il y a bon espoir pour les fans des Celtics qui soient de retour. Mais surtout, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que les Celtics ont renforcé le banc et ils ont fait venir quelqu'un qui s'appelle Sam Cassell, qui est l'un des assistants coach les plus respectés de la ligue, l'un des mecs où chaque année tu dis c'est bizarre quand même qu'on lui propose pas un poste de head coach. Pour moi, Sam Cassell, il est vraiment en position de pouvoir prendre le club si jamais ça se passe mal en début de saison du côté des Celtics. Et je me dis que voilà, si la saison commence de manière un petit peu chahutée, que au bout d'une dizaine voire une quinzaine de matchs, les Celtics sont pas dans le top 3 de la conférence Est,
Je serais pas si étonné que ça que voilà, la place de Joe Mazzulla soit quand même un bon siège éjectable pour ces débuts de saison. Mais ça avait déjà été une semi-surprise qu'il le reconduise parce que bon, ils ont failli remonter un 3-0 quand même. Enfin, ils étaient pas trop loin de remonter un 3-0 et de l'emporter, mais donc il semble y avoir eu les fameuses discussions qu'il faut et tout ça, mais c'est à Lorford, je crois, qui racontait que les relations étaient un peu compliquées, que Mazzulla trouvait pas les bons mots, les bonnes méthodes pour se mettre le groupe dans la poche, et ça ressemblait à un type qui était sans solution et qui allait logiquement en partir. Mais moi, je suis d'accord avec toi pour Mazzulla, et j'ai l'impression qu'il y a aussi une forme de pression sur Brad Stevens quand même, parce que là, c'est son choix de le maintenir. C'est lui qui en a fait pas son successeur, parce qu'il y a eu Ime Udoka entre temps, mais personne quasiment s'attendait à ce que ce soit lui qui soit choisi après Udoka. Il y avait d'autres noms qui semblaient plus évidents, même au sein même du staff des Celtics, d'autres qui sont partis coacher d'autres équipes comme Will Hardy, qui était déjà. Et là, Damon Stoudemire aussi qui est parti à la fac aussi. Qui est parti à la fac, ouais. C'est aussi une pression sur le dirigeant qui a fait ce choix-là de le maintenir, de lui faire recommencer la saison avec un effectif très très similaire, même s'il n'y a plus Marcus Smart. Donc, mais ouais, je suis d'accord. J'y avais pas forcément pensé comme un des coachs les plus sous pression. Moi, j'en ai d'autres en tête. Hein. On en parlera peut-être plus tard, mais ça, ouais, je suis assez d'accord finalement. Il y a un truc, en fait, c'est que même si ça se passe bien pendant la saison régulière, je pense que Joe Mazzulla, il joue sa place cette saison. On est sur Boston, ça fait quand même un petit moment maintenant que les Celtics ils jouent le titre dans cette configuration, depuis l'arrivée de Tatum, hein, dès sa saison rookie. Alors évidemment, Tatum c'était encore Isaiah Thomas, mais et puis après, il y a déjà eu il y avait déjà d'abord Isaiah Thomas la première année, ensuite il y a eu le trade pour Kyrie Irving. Si je dis pas de bêtises, ou c'était dans l'autre, non, où il y avait déjà Kyrie Irving, il y avait tout de suite Kyrie Irving, mais il était c'était blessé. déjà Kyrie, mais il était blessé, effectivement. Isaiah Thomas a été transféré pendant l'intersaison, mais bon, l'idée est la même au final, c'est que depuis que Tatum il est arrivé, cette équipe vise le titre. Elle le visait déjà un peu avant. Il y a cette configuration Brown-Tatum, ils ont plus 20 ans. Oui, ils sont dans leur prime. C'est le début de leur prime, mais on peut plus juste penser à l'avenir et se dire ils vont exploser. Voilà, les joueurs qui sont aujourd'hui, il va y avoir de la progression. Évidemment, il y a encore une marge de progression, une marge d'évolution, mais elle n'est pas non plus. On est quand même sur des joueurs qui se rapprochent maintenant de leur plein potentiel. Tu peux pas non plus te dire dans 5 ans. C'est maintenant pour Boston, et souvent une équipe qui tourne pas, en tout cas qui tourne autour du titre mais qui ne gagne pas, le premier réflexe c'est de virer le coach. Quand commence à y avoir crise, c'est le coach qui saute en premier. Brad Stevens n'a pas vraiment sauté, il est parti. C'est pas de faire. Donc même s'il y a eu un changement de coach, j'ai l'impression que Joe Mazzulla, là, s'il y avait échec, avant que les Celtics se disent non, mais en fait, il faut séparer Brown Tatum, ou faut ceci ou faut cela, je pense que le premier constat, ça serait effectivement de virer Joe Mazzulla. Donc je pense que même si Boston finissait dans le top 3 à l'Est, mais sortait, je ne sais pas, en demi-finale ou en finale de conférence, je pense que même en finale de conférence, il pourrait y avoir changement, franchement. Il pourrait y avoir changement de coach. Après, si tu as été en finale de conférence, tu as quand même... Je vois ça moins évident, effectivement, parce que le truc... Ce qui est intéressant, en fait, quand tu fais le parallèle avec les jeunes années de Tatum et Brown, c'est que j'ai l'impression que c'est un petit peu le même problème pour Joe Mazzulla. C'est finalement des joueurs ou des personnes pour qui tout est arrivé trop vite, en fait. Finalement, le fait que dès la saison rookie de Tatum, ils aillent aussi loin en play-off, qu'ils poussent LeBron dans ses derniers retranchements, qui est ce dunk dont tout le monde se rappelle sur LeBron, que ça se joue dans un game 7, ça a tout de suite donné l'impression que Boston était prêt à gagner le titre et à dominer la conférence Est, alors que Tatum et Jaylen Brown étaient encore trop jeunes en fait pour porter ce projet tout seul, que y avait Kyrie Irving qui devait être le vétéran sur qui allait gérer la pression. Finalement ça l'a pas fait du tout à Boston. Et pour Joe Mazzulla c'est pareil, tu disais Shai, personne savait qui c'est vrai que son surnom là parmi les fans des Celtics là, c'est Second Round Joe, parce qu'il était même pas au premier rang des assistants, il était au deuxième rang derrière, donc c'était vraiment même pas un des assistants principaux, parce que comme tu l'as dit, il y avait le coach qui est parti, il y avait Hardy qui est parti à Utah, voilà exactement, il y avait Damon Stoudemire qui eux étaient parmi les principaux assistants, et Joe Mazzulla, l'un des entraîneurs les plus jeunes avec Hardy justement, les head coachs les plus jeunes de toute la ligue, là tout de suite il se retrouve à devoir gérer une équipe qui doit jouer le titre ou rien. Effectivement, playoff compliqué, ils sont menés, ils arrivent quand même à revenir de 3-0, enfin
ils perdent pas, ils se font pas sweeper, ils arrivent à remonter. Et finalement, c'est quand même. Je pense que si c'était fait sweeper, c'était fini, quoi. Le coach changeait dans tous les cas. Donc c'est pour dire que c'est pas forcément un gars qui a pas de capacité ou d'aptitude à pouvoir être un head coach. C'est juste qu'il s'est retrouvé dans le bain tout de suite et que du coup, effectivement, la pression est monstrueuse et que. Là, c'est pour ça que je me dis, je pense qu'effectivement, tu as raison quand vous parlez de Brad Stevens. Je pense que Brad Stevens l'a identifié comme étant un jeune coach à gros potentiel, qu'il a eu à cœur de lui donner une deuxième chance et qu'il a certainement dû un petit peu s'impliquer pour dire non, moi j'ai foi en lui, allez, on lui donne un deuxième contrat, mais par contre, on va étoffer son staff parce que c'est vrai que le staff avait été pillé, le staff des Celtics. Et c'est pour ça que je me dis c'est le début de saison qui est déterminant parce que si ça marche pas sur le début de saison, pour X raisons, que ce soit ses choix stratégiques ou des problèmes de blessure ou autre, je vois pas de. Je pense que la pression effectivement à Boston sera trop forte sur le coach et ça sera trop dur pour Brad Stevens. Ou alors il faut que Brad Stevens descende de sa tour d'argent et dise entre guillemets, bah ouais, c'est moi qui ai construit le roster. Je vais le faire. Hein. C'était le cas parfois. On se rappelle de Kevin McHale du temps des Minnesota Timberwolves, qui n'avait pas forcément envie de coacher. Finalement, au bout d'un moment, le propriétaire lui dit écoute, ça marche pas, c'est toi qui as fait l'équipe, bah coach. Et puis, ça s'est déjà passé, ça s'est déjà produit par le passé, ce genre de choses. On a un peu l'impression que c'était les joueurs qui avaient repris en main le truc à la fin parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur le. Lui voulait visiblement insister sur l'attaque et eux, ils se disaient mais on défend plus un copec. Enfin. Je suis curieux de voir justement comment cette dynamique va s'opérer parce que est-ce qu'il y aura toujours une part importante pour les joueurs sur comment l'équipe va jouer? Est-ce que lui va s'affirmer un peu plus? Je sais pas, mais je suis d'accord avec ce choix en tout cas. Allez Antoine, qui d'autre a beaucoup à perdre cette année? Allez, mais j'hésite entre dire les Sixers ou Joel Embiid. Je ne sais pas sur qui je mets le plus l'accent. Je pense que les deux, là, c'est une bonne réponse pour les deux. Mais tu vois, là, on parlait, on était donc justement sur quand il y a des échecs répétés, ça peut être le coach qui saute en premier, il peut y avoir le dirigeant, etc. On peut séparer les stars. Pour le cas de Philly, tout a été fait. C'est-à-dire qu'il y a des échecs répétés depuis plusieurs années maintenant, toujours pas de second tour. Depuis que le process a été entamé, qu'il y a eu les drafts quand même de Joel Embiid, de Ben Simmons, de Ben Simmons, de Markelle Fultz, je cherchais le nom du troisième. Il y a eu Jimmy Butler qui est passé, il y a eu plein de stars, il y a eu différents coachs. Et il n'y a jamais eu au-delà d'un second tour de draft. Et le dénominateur commun, c'est Joel Embiid. Oh là là, je m'excuse. La fatigue révélateur, t'es matrixé par le process. Il disait vraiment ces phrases-là. J'ai Sam Hinkie qui revient en tête. S'il était resté general manager, où on serait les Sixers? Mais bref, tout ça pour dire, effectivement, les Sixers n'ont pas été au-delà d'une demi-finale de conférence. Le dénominateur commun, c'est Embiid. Là, le prochaine étape, c'est quoi en fait si Philly se crache encore? Quelle sera la prochaine excuse? Il n'y aura pas d'excuse. Moi, je peux te dire ce qui va se passer. Hein. À mon avis, là, si tu te demandes quel sera le perdant, je pense que ce seront les Sixers. Hein. Parce que lui, Embiid, il va demander à partir, il va finir par obtenir son trade et il peut essayer d'écrire son histoire ailleurs. Et les gens diront il n'a pas gagné à Philly, mais il a encore une chance de se rattraper après. Alors que là, si Embiid part, Philadelphie, ils sont repartis sur une période de vache maigre, ou alors il faut reconstruire. Sauf s'ils arrivent à reconstruire. 7 en échange quand même. Quoi. Voilà, mais du coup, le succès éventuel ne sera pas immédiat, c'est ça le truc. Donc, je pense, moi, je suis d'accord, les Sixers ont énormément à perdre. Ils ont tout essayé quasiment, ils ont changé de direction, parce que Daryl Morey n'était pas là au début. Ils ont fait venir différents joueurs autour, et Harden, on ne sait pas trop comment ça va se terminer toute cette histoire, mais c'est pas fou. Et la seule victoire, c'est d'avoir réussi à faire gagner un titre de MVP à Joel Embiid, peut-être. Voilà. Mais pour moi, si ça ne se passe pas bien, Embiid dira merci, c'est gentil, mais je veux plus être associé avec vous, je pense. Vous n'arrivez pas à me mettre un autre bon joueur dans les pattes. Et voilà. Je dis ce qu'il dira lui. Hein. Je dis pas que ce sera pas de sa faute. Hein. C'est le dénominateur commun, comme tu l'as dit. Il a eu pas d'autres bons joueurs. Attends, excuse-moi, il a quand même eu Ben Simmons, je sais, il a eu Jimmy Butler, il a eu James Harden, il a eu des All-Stars. Tu sais très bien ce qu'il va dire. Il va dire j'ai besoin d'une équipe. Je pense que l'équipe est plus compétitive. Ils n'ont pas réussi à. C'est comme ça qu'il va présenter. Après, on l'analysera comme on veut, mais je pense que ce seront les Sixers qui seront dans la galère. Embiid, il va retrouver notre équipe où il va arriver armé de plein d'ambition avec sans doute une ou plusieurs autres stars. Et voilà. Et puis merci Philadelphie, au revoir. Mais c'est Philadelphie qui sera en lambeaux, j'imagine, si ça ne se passe pas bien, encore une fois.
Putain, si ça se passe comme ça, en tout cas, celui qui aura tout à gagner, c'est Tyrese Maxey, parce que lui, il va aller chercher une extension de contrat max à Ah tous ouais. les coups, parce qu'il restera plus que ça à Philadelphie pour essayer de se reconstruire. Mais ouais, non, je partage ton avis, Shai, sur le fait que c'est surtout les Sixers qui s'en sortiront, enfin, qui ont énormément à perdre, parce que là, et j'ai du mal, enfin, c'est pas du bashing, c'est vraiment pas ça, mais j'arrive pas à imaginer en fait un scénario positif pour cette saison du côté de Philly. Je sais pas si vous y parvenez, mais je vois pas. Si le scénario positif, enfin c'est final ou rien, je dis même pas titre, hein. Si c'est final ou rien, j'ai du mal si j'étais fan des Sixers, j'aurais du mal à entamer la saison en Il y a étant un hyper truc, positif, quoi. il y a un truc qui fait que, enfin, qui est une interrogation et qui peut être positif, c'est justement l'arrivée d'un nouveau coach. Ils n'ont pas essayé avec ce coach-là, avec ce type de coach-là. Peut-être que, tu vois, ils arrivent avec de nouvelles intentions. Genre, attends, maintenant, Joel Embiid, il sera plus trop économisé, machin, machin. Ouais, mais le C'est le truc, c'est seul que James truc. Harden veut déjà se barrer, en fait. C'est que, tu sais, si James Harden était reparti sur sa dernière saison Mhm. avec ses qualités, ses défauts, je pourrais te. Enfin, tu sais, je serais prêt enfin, je serais complètement d'accord avec toi, Shai. Mais le problème, c'est que tu as en plus le dossier James Harden à gérer, où Mhm. tu sais pas si le mec va venir. De toute façon, si, il va venir, mais Il va tu sais que venir. s'il vient, il risque de faire une Houston, arriver avec tu sais, le fat suit, comme tu avais Bah, c'est- dit dans un CQFR. Tu sais, jouer à 2 à l'heure et te dire, ouais, là, je comprends pas ce qui se passe, le ballon n'est pas revenu dans les mains, j'ai pas pu. Alors que tu es meneur de jeu, tu as la balle chaque seconde quasiment que tu es sur le terrain. Ouais, Je c'est. partage ton pessimisme, mais je me dis que si Harden, admettons qu'Harden arrive à bien s'entendre avec Nurse, d'accord, que même si c'est très bref, euh, bah, et il pourrait faire abstraction. Harden pourrait peut-être faire abstraction de sa guéguerre avec Daryl Morey. Enfin, on a déjà vu des GM et des joueurs stars qui pouvaient pas se piffrer, hein. Enfin, Thierry Rose et tout, c'était compliqué. Bah, Je veux pas ouais. comparer les Sixers aux Bulls, attention. C'est juste là, je disais juste que c'était possible en tout cas. Après, c'est parce que j'ai aussi envie qu'on arrête de dire qu'on les déteste et qu'on leur souhaite la ruine et désolation. Mais il y a c'est compliqué de pas être sceptique et de se dire que, bah, on sait quand même. Enfin, Embiid a mis la pression clairement. Enfin, il a dit je veux gagner à Philly ou ailleurs. Donc, enfin, comment tu veux ne pas imaginer que ça peut mal se terminer. C'est ça le truc. Mais tu sais, le pire, c'est que même si Harden et Nurse, ça s'entend bien, ça n'empêche pas que l'effectif a plein de lacunes. Mhm. Ouais, Harden, c'est cette clair. année, il était motivé. Le problème venait pas que du coaching. On aime bien taper sur Doc Rivers, mais le problème, il venait pas de là. Même si Nick Nurse, je pense, c'est un très bon coach. Je pense que les Sixers vont faire une belle saison régulière. Et c'est ça, tu sais quoi? C'est ça le pire. C'est que je pense qu'ils vont faire une belle saison régulière et que le coup de grâce, comme d'habitude, il va venir au moment des playoffs. Tu peux avoir un Nick Nurse inventif. Nick Nurse, à un moment, il peut pas transformer. Tu vois, il y a des trucs. Des dauphins en Ouais, requin, ouais, non, Laurent Sierra représente. je vais même pas faire ma métaphore, tu vois. Genre, à un moment, ton effectif, il a certaines limites, il a certaines limites. Et à un moment, même tes stars, elles ont certaines limites. James Harden, en playoff, on a déjà vu les limites. C'est plus un petit échantillon, c'est un grand échantillon. Euh, et il y a un état de santé qui, voilà, il prend de l'âge. Tu peux pas. Joel Embiid, il y a la santé aussi. Et comme tu l'as déjà souligné plusieurs fois, Shai, il est jamais à 100% en playoff. Ouais. Je pense qu'avec son corps, il sera rarement à 100% en playoff. Et même si ça venait être le cas, je pense que même Joel Embiid à 100%, il a des limites. Après, c'est encore autre chose. Là, on parle de. Mais je trouve que dans le jeu, il a des limites. Je vais pas refaire tout mon argumentaire sur construire son équipe autour d'un pivot, mais je pense que Jokic est une exception euh, qui confirme la règle. Je pense que c'est très dur de construire une équipe au titre avec un joueur comme Embiid. En tout cas, qui gagne le titre, qui peut aller loin, il n'y a pas de souci. C'est un joueur tellement fort, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il y aura toujours des limites, à moins que Nick Nurse, d'un coup, en face de lui, un excellent passeur et que d'un coup, tout le monde mette des shoots. Mais enfin bref, ça fait quand même beaucoup de si. J'ai toujours des doutes sur un backcourt Harden-Maxi en playoff, en défense. Je suis désolé, mais à un moment, il y a des limites qui existent, même si Harden il venait à super bien s'entendre avec Nick Nurse, même si tout le monde était en bonne santé, Ouais. cette équipe, je suis pas sûr qu'elle puisse aller en finale. C'est super intéressant ce que tu dis. Désolé. Il y a deux trucs sur lesquels je voudrais revenir. Effectivement, c'est sur le côté Nick Nurse. Moi, j'adore Nick Nurse qu'il a fait aux Raptors. Je trouve que c'est
coachs effectivement les plus inventifs et les plus créatifs de NBA, un de ceux qui sait le mieux s'adapter peut-être avec Spoelstra et d'autres, et une de ses forces justement, c'est le fait de s'adapter, de changer les trucs. Mais en fait, quand il gagne avec les Raptors, il dit bon bah Kawhi, toi tu fais Kawhi, tu restes Kawhi, et tous les autres par contre, vous adhérez à 200% au projet, on va faire des box plus 1, on va faire, allez, on va vous sortir une zone 1-3-1, j'invente, bien sûr les Raptors n'ont pas fait ça, mais en gros c'est ça quoi, d'un match sur l'autre. Là, avec cette équipe des Sixers, va vendre ça à Embiid et à Harden et dire à Harden, ouais, tu vas faire une 1-3-1, tu vas être le mec en bas là, tu vois, on va gagner des matchs, mais tu vas faire le curseur en bas pour courir d'un côté à l'autre, faut que tu te donnes à fond, mais ça va marcher, hein, parce que le meilleur joueur c'est Joel Embiid, donc on se met au service de Joel Embiid. Ça peut pas marcher en fait. Et enfin, je vois pas du tout le truc. Et l'autre truc pour la relation Nurse et Harden, ils peuvent s'entendre très bien. Le problème, c'est que j'ai l'impression que le seul truc, en fait, pour Harden, je pense que le seul truc, c'est une question de business, en fait. C'est une transaction, en fait. C'est quelqu'un qui va lui dire, écoute, tu veux pas rester, joue bien jusqu'à la trade deadline et on va te trouver une destination, mais il faut que tu joues bien. Le problème, c'est que la personne qui a même de faire ça, c'est le gars à qui il veut plus parler dans la franchise. Ouais, ça. Donc je vois pas comment ça peut marcher, en fait. Tu vois, c'est... Et enfin, vu ce que moi je comprends de James Harden, parce qu'en fait, son positionnement, je le comprends même pas, en fait. Si tu veux changer d'équipe, à ce stade de ta carrière, après ce qui s'est passé à Houston, ce qui s'est passé aux Nets, ce qui s'est passé aux Sixers, faut que tu montres que tu es quelqu'un de fiable, en fait. Et je trouve on va pas revenir sur Harden pendant une heure, mais il montre tout le contraire, en fait. Donc je vois pas quelle franchise... Tu vois, il faut vraiment qu'il joue à son niveau de All-Star jusqu'à la trade deadline pour qu'il y ait une autre équipe prétendante au titre qui se dise ouais, si ça c'est le vrai James Harden, il veut vraiment venir jouer pour nous, on peut lui faire confiance, on va balancer nos assets, on sait qu'il ne reste plus qu'une demi-saison sous contrat, mais on est sûr qu'il va se réinvestir sur le long terme derrière avec nous et qu'on va jouer le titre. Et bah des équipes, il n'y en a pas comme ça, il n'y en a pas 50 des équipes comme ça en fait dans la ligue. C'est pour ça que je suis... Voilà, moi j'aime cette équipe, je leur dis, hein, parce que sinon je vais me faire allumer, mais l'équipe des Sixers qui a joué avec Ben Simmons et Jimmy Butler, c'est une des équipes que j'ai le plus kiffé à l'Est ces dernières années. Je trouvais incroyable cette équipe. Donc j'ai pas de problème avec les Sixers, mais j'ai vraiment du mal à être optimiste, quoi. Ouais. Allez, Shai, je te redonne le bâton de parole. Allez, bon, j'ai réfléchi en faisant la liste. Je me suis dit, est-ce que je mets les Mavs, Kyrie Irving ou Jason Kidd? Et du coup, je vais faire un triptyque. Je fais un triptyque où j'exclus volontairement Luka Doncic, parce que j'estime que les Mavs ont quand même une pression assez importante. J'exclus Luka Doncic parce que si ça se passe pas bien, il y a toujours la possibilité soit de partir ailleurs. Au bout d'un moment, hein, le contrat ne finit pas tout de suite, mais il est encore assez jeune comme pour Embiid finalement. Hein. Si ça marche pas, il trouvera à Dallas ou ailleurs. Soit Dallas peut tout reconstruire autour de lui, enfin tenter de reconstruire autour de lui, soit lui, il trouvera une autre équipe à un moment. Alors que les autres, les Mavs dans leur globalité, ils sont sous pression parce qu'ils vont devoir répondre de leur choix des derniers mois, c'est-à-dire cette reconstruction d'équipe qui pour l'instant peut paraître prometteuse. Moi j'ai mes réserves, mais voilà. Le fameux choix de Kyrie Irving, le trade pour faire venir Kyrie Irving. Et ensuite, Kyrie Irving lui-même, je pense qu'il a aussi beaucoup à perdre parce qu'il est encore sous une forme pour moi, de dernière chance. Parce que là, il n'y a plus, il y a plus excuse de je viens d'arriver, c'est compliqué, on n'a pas le temps de s'acclimater. Voilà. Là, il démarre une saison avec une équipe qui lui fait confiance. Il n'a pas fait d'écart très visible de conduite, de trucs qui pourraient sembler nuisibles depuis quelques temps. Si ça se passe pas bien, par contre, si sportivement ça fonctionne pas, ça renforcera l'image de quelqu'un qui peut pas ou qui peut plus faire gagner une équipe, même en tant que lieutenant. Et j'ai mes doutes sur la connexion Kyrie-Luka. Et s'il se passe des choses en dehors, là, c'est même plus qu'il sera plus considéré comme fiable. C'est qu'il y a vraiment plus personne qui, à la fin de son contrat, ou même pendant d'ailleurs, peut-être que les Mavs chercheront à limiter les frais. Donc voilà, ça c'est le scénario négatif. Je pense que s'il y a un vrai danger pour que les Mavs soient obligés de tout reconstruire ou d'être sujet à de la pression de la part de Doncic, de tout casser ou de s'exposer à son départ. Kyrie, parce que pour tout ce que j'ai dit à l'instant, et Jason Kidd, dont là j'y viens, dont je répète encore une fois que c'est un joueur que j'ai adulé et j'ai encore des maillots de Jason Kidd à la maison et j'aurais rêvé que ce soit un coach avec du succès, et il a des qualités, mais il a aussi quelques petits soucis en termes de pédagogie, d'acceptation de certaines choses depuis le début de sa carrière de coach. Jason Kidd, tout à l'heure on parlait de Joe Mazzulla parmi les coachs qui sont sous pression et qui vont sauter si ça marche pas.
Moi, je mise malheureusement pour lui et pour les Mavs sur le fait que si ça ne marche pas, je pense que Jason Kidd sera le premier coach à sauter. Et pour le coup, lui aussi, c'est une forme de deuxième chance qu'il a avec Dallas. Il avait été repris comme assistant aux Lakers. Il a retrouvé un job à Dallas. Mais il a une image qui n'est pas simple en NBA, auprès des joueurs, auprès des dirigeants. Donc pareil, je pense que si ça ne se passe pas bien et qu'il est limogé, ça va être compliqué pour les prochaines années pour lui. Avoir une deuxième vie en NBA, c'est possible. Une troisième, c'est compliqué. Je pense que l'horloge, elle tourne déjà, de toute façon, pour Dallas. Hein. On a assumé un peu vite le fait que Luka Doncic serait l'héritier de Dirk Nowitzki, qui passerait toute sa carrière aux Mavericks, parce qu'on s'est dit, superstar européenne, il va faire pareil. Un peu de la même manière qu'on peut voir Victor Wembanyama avec Tony Parker. Par exemple, on espèce de créer une suite logique. On sait pas, pour Victor, on ne sait pas ce que ça va donner, mais pour Luka, je ne suis pas persuadé, moi, qu'il termine sa carrière aux Mavericks. Et ce qui se passe actuellement te laisse penser qu'il peut y avoir un moment où lui va en avoir marre et va demander à partir. Et je pense que ce compteur, ce chrono, il est déjà en marche du côté des Mavs. C'est pour ça qu'il y a eu une pression l'an dernier pour le trouver absolument une deuxième star. Maintenant, ils ont tout misé sur Kyrie. Effectivement, ça fait une sacrée pression maintenant que ils ont dégagé leur pic. Alors oui, ils peuvent toujours... ça mettrait trop de temps. Si ça marchait pas avec Kyrie, en fait, ça mettrait trop de temps, je pense, à se sortir de la situation et à retrouver derrière une autre star. Je pense que dans ce laps de temps, qui serait selon moi trop long, Luka se serait déjà barré, en fait. Mais c'est pas impossible, tu vois. Tu peux transférer Kyrie Irving et puis au bout de 2 ans, tu arrives à faire venir une autre star. Mais tu as perdu 3 saisons, quoi, du coup. Et ça, je suis pas convaincu que Luka, il ait 3 saisons à attendre. Mais je précise que je pense que Kyrie va être le Kyrie divertissant et mais magnifique à voir jouer. Je pense qu'on va le voir pendant un temps, il n'y a pas de souci, peut-être même tout au long de la saison. Je pense juste que ça ne se traduira pas sur des résultats collectifs qui nous feront dire c'est un vrai succès la saison de Dallas d'une équipe qui a été en finale de conférence en 2022. Ouais, du coup, 2022. C'est ça, moi je parle vraiment de la connexion sportive. Je parle même pas des dingueries que Kyrie est capable de faire. Je pense qu'il sera performant dans son registre. Il va scorer fort, il sera dans le top 10 un jour sur deux. J'ai aucun doute là-dessus. Mais sur l'alchimie et sur le fait que ça se traduise par des bons résultats, j'y arrive pas. C'est pour ça que je pense que si ça ne se passe pas bien, il y a vraiment une pression assez forte, surtout sur Dallas, sur Kidd et sur Kyrie. Mais moi, en fait, pour te dire, je parle même pas de Kyrie pour le coup. Je pense que même si, comme toi, je suis d'accord avec toi, ça peut marcher sportivement, mais j'ai l'impression que Dallas est dans la situation dans laquelle les Pélicans ont été à un moment avec Anthony Davis et dans laquelle sont plein de franchises de milieu de tableau qui ne sont pas les franchises les plus attractives et qui se retrouvent avec une superstar très très forte. C'est à un moment l'objectif de cette superstar très très forte, c'est de gagner et rien d'autre. Et que du coup, que les Mavs qui ont un bel effectif, moi je trouve que autour de Kyrie et de Luka, il y a quand même Grant Williams, il y a Dante Exum, Rishon Holmes, Tim Hardaway Jr., Maxi Kleber. Je trouve qu'il y a une belle... Ouais, Seth Curry, Josh Green. Je pense que c'est une équipe qui va bien marcher même d'ailleurs. Moi, je serais prêt à aller jusque-là. Je pense que les Mavs, ils vont être plutôt corrects. Mais le problème, c'est que ça serait, tu vois, d'une certaine manière, ça serait déjà une réussite, le fait que les Mavs ils aillent au second tour des playoffs. Et je pense que c'est une possibilité que les Mavs aillent au second tour des playoffs. Mais aux yeux de Luka, c'est pour ça que j'exclus même carrément tout le discours autour de Kyrie, c'est aux yeux de Luka, qu'est-ce qui va être considéré comme un succès à ce stade de sa carrière? Qu'une victoire. Et qui, dans les dernières superstars récentes, à part Giannis, a vraiment eu, ou Jokic pour d'autres raisons, je pense que Jokic, il ne calcule même pas l'idée d'être transféré, tu vois, de se dire, il y a échec après échec, mais je vais rester parce que ça va finir par marcher. Je ne sais pas si Luka, il aura cette patience, en fait, moi, personnellement. Ouais, c'est vraiment intéressant. Moi, je suis assez d'accord, surtout sur l'aspect Jason Kidd. Moi, j'aime plutôt bien cette équipe des Mavs. On avait fait un podcast, je sais plus, sur les grandes questions il y a quelques semaines. Là. Moi, en regardant l'effectif, je trouve qu'ils ont réussi leur draft. Enfin, sur le papier, il faudra voir sur le terrain. J'aime bien ce qu'ils ont fait à l'intersaison. Et je trouve que le luxe, c'est quand tu as un joueur comme Luka, c'est que tu as un système offensif qui fonctionne assez pour assurer ta saison régulière et t'emmener relativement loin en play-off. Et je mets bien l'accent sur relativement. Et que la différence, effectivement, c'est que est-ce que ton coaching staff et tes lieutenants seront suffisamment forts pour t'emmener
jusqu'au bout, ce qui veut dire finale de conférence, voire finale NBA dans le meilleur des cas. Et c'est là en fait qu'il y a des questions. Moi, je suis plutôt étonnamment optimiste autour de Kyrie Irving parce que je me dis que c'est une grande. Non, optimiste, c'est dur parce qu'en fait, il y a trop d'incertitudes autour de Kyrie, mais il y a rien à lui reprocher sur ce qu'il a fait sur le terrain quand il arrive à Dallas. Luka et lui sur le terrain, c'était en termes d'efficacité offensive, ça fonctionnait. Le problème, c'était la défense, en fait. La défense, c'était catastrophique et les résultats ont plongé. Ça c'est clair. Par contre, voilà, j'ai l'impression quand même qu'il a compris que, ne serait-ce que pour se protéger lui-même et ses intérêts personnels, il valait mieux qu'il parle pas trop. D'ailleurs, il s'est fait très discret ces derniers temps. Je pense qu'il continuera à garder cette ligne de conduite, ce qui est mieux pour tout le monde, hein, franchement. Pour lui, pour les gens qui aiment le basket, pour les gens qui aiment Kyrie Irving, qui aiment le regarder jouer les matchs, je pense que c'est mieux pour tout le monde. Donc moi, je suis plutôt confiant sur le court terme de Dallas. La question dont tu parles, Antoine, elle est hyper pertinente sur est-ce que ça suffira pour Luka Doncic. Le truc, c'est que voilà, je pense qu'il a quand même cet impact sur le jeu, un peu offensivement, en tout cas, pas défensivement, mais un peu à la LeBron, où tu dis, tu mets une défense et des shooters autour de Luka Doncic, tu peux aller très loin, en fait. Et que voilà, il a l'air de s'être repris en main d'un point de vue sur la préparation, du moins avant la Coupe du Monde, il avait l'air plutôt affûté, à voir s'il n'aura pas trop lâché après, avant la reprise de la saison. Mais effectivement, Dallas, moi, c'est la grande question, c'est Jason Kidd. En fait, au bout du compte, je ne sais même pas ce qu'il vaut Jason Kidd comme coach. Parce que c'est les montagnes russes. Une saison, Dallas a une défense de fer. Tu te dis, Jason Kidd, bien meilleur que ce que je pensais. Littéralement, la saison d'après, tu te dis, mais est-ce qu'il y a un coach dans cette équipe ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu comprends lui-même, lui-même, il ne savait pas, je crois. Tu comprends rien à ce qui se passe. Donc, effectivement, sur la touche, il reste des coachs comme Mike Budenholzer, qui n'est pas le meilleur coach offensif. Mais encore une fois, quand tu as Luka Doncic, est-ce que tu as besoin d'avoir le meilleur coach offensif pour générer une attaque qui fonctionne ? Pas forcément. Ouais, à voir. En tout cas, c'est dossier épineux parce qu'en fait, si tu prends quand même la hiérarchie des équipes à l'ouest, c'est tellement dense que tu vois, c'est dur de te dire. En fait, je peux pas te dire que Dallas va être dans le top 4 à l'ouest. En fait, ça, je peux pas te le dire. En fait, tu vois, sur le papier, il y a d'autres équipes que je vais mettre devant. Par contre, quand tu as un joueur comme Luka, je pense qu'il y a un scénario où finalement, tu t'en fous en fait, qu'il soit dans le top 4 ou qu'il soit 5 ou 6. En playoff, s'il n'est pas blessé, personne voudra jouer Luka Doncic. Ils peuvent passer des tours. Ils peuvent passer des tours, quelle que soit leur position. Et comme tu l'as dit, il y a un effectif qui est nettement plus intéressant que l'an dernier. Maintenant, tu vois, tu parlais de... Moi, j'aime bien faire le comparatif entre Luka et le jeune LeBron. Tu vois, le jeune LeBron, alors il n'y avait pas Kyrie Irving autour, là. Effectivement, Luka, il a une vraie deuxième star à côté de lui. Mais oui, il rendait les Cavaliers compétitifs chaque année. Mais tant que tu gagnais pas, sa frustration, elle montait. Tu vois, il n'en avait rien à carrer que oui, il est capable, tu vois, que l'équipe tourne plutôt bien, gagne 60 matchs de saison régulière, aille en finale de conférence, même finale NBA en 2007. À un moment, le truc, c'est qu'il s'est dit non, mais moi, je veux marquer l'histoire, je veux des titres. Et je pense que Luka, c'est vraiment le prototype du mec qui va se dire non, mais même finale de conf, en fait, tu fais 2 finales de conf de suite. En fait, pour les maps, ça serait déjà super bien quand tu vois la densité de la conférence Ouest. Mais lui, à un moment, il va se dire bah non, on est censé faire mieux que ça, quoi. Tu vois, il pourra pas se contenter de moins que le titre, je pense. Ouais, l'avantage, c'est je me dis, j'ai l'impression que Dallas est tranquille pour au moins 1 ou 2 saisons, le temps que Luka signe sa prochaine grosse extension qui fera exploser les salaires. Ouais, tu vois, record, ouais. Voilà, Ouais. ça, je pense que le luxe de Dallas, c'est ça en fait. C'est-à-dire que la fenêtre, elle est pas énorme, mais il y a une fenêtre encore. Ouais. Pour montrer qu'ils peuvent avancer. Ce qui est con pour Dallas, en fait, ils ont perdu 2 ans avec leur mauvais choix de recrutement des 2 saisons dernières, en fait. C'est vraiment ça. C'est là où ils ont fait un pas en... Enfin, t'as l'impression qu'ils ont fait un pas en retrait, alors qu'il n'y avait aucune raison qu'ils fassent ce pas en retrait. Je veux dire, s'ils avaient mieux géré le dossier Jalen Brunson, on en revient toujours là, en fait. Ils ne seraient pas dans cette situation-là. C'est quand même... Et des fois, l'avenir une franchise, des fois, l'histoire même d'une franchise, des fois, ça se joue juste à ça, en fait. T'as mal géré, t'as mal identifié le potentiel d'un de tes propres joueurs. Regarde, c'est ce qu'on a dit pendant des années pour OKC. Comment ils ont pu ne pas re-signer James Harden et le laisser partir pour rien aux Rockets, tu vois, c'est effectivement depuis OKC est jamais revenu au niveau qui était le sien quand ils avaient Westbrook et James Harden, quoi. Ouais. Allez, j'en ai un autre, moi, là aussi assez clair, je pense assez net, c'est les Pélicans. Voilà, New Orleans qui
qui se retrouve dans une situation vraiment délicate avec, elle l'espère, enfin la franchise l'espère, le retour de Zion Williamson, que nous aussi en tant que fans de basket, on espère retrouver enfin sur le terrain et dans la durée. Il y a ça, il y a quand même Brandon Ingram qui tire la tronche depuis la Coupe du Monde et même avant. Il y a Troy Murphy Jr. qui est... non, third, ça c'est Ouais, le troisième, Trey lui. Murphy, Pardon, ouais. excuse-moi. Pas Junior, Trey c'est le Murphy, troisième. ouais. Ouais, Trey Murphy, pardon. Troy Murphy, j'ai ressorti un Trey joueur des Murphy, Wolves. des Non, Warriors. qu'est-ce que je raconte? Des Warriors, Des bien sûr. Warriors, ouais. Excuse-moi. Gros Avec... rebondeur. Exactement. Je me suis confondu avec... je me mélange les joueurs. Je partais sur un autre Troy. Bref, donc qui est blessé alors que c'était quand même... voilà. Il devrait revenir en cours de saison, mais c'était de ce qu'on avait compris, ce qu'il disait en inside du côté de New Orleans, un joueur sur lequel vraiment le club comptait à mort pour passer un cap encore cette année. La situation est vraiment complexe, toujours autour de Zion. Je ne sais pas comment vous voyez les choses, mais je trouve que cette équipe-là aussi des Pélicans, il y a 2 ans, on dit ah bah c'est mort, ils vont devoir virer le GM, il n'y a plus d'espoir. L'an dernier, à un moment, ils commencent la saison en trombe, ça joue super bien et tout, puis après un nouveau coup d'arrêt. Tous les scandales qui ont entouré Zion pendant l'été sont passés par là. Je ne sais pas vous comment vous voyez les Pelicans. Il y a un côté chat noir un peu, je trouve, en ce moment-là. Enfin, c'est pareil, il y a 2 ans, on se disait, bon, bah, s'il y a un déménagement, c'est une équipe qui doit déménager. Hein, merci New Orleans, mais ça ira. Et au final, ils sont plutôt bien relevés. Hein. Griffin a fait du plutôt bon travail. Et là, tout ce que tu as énuméré entre Zion, entre Ingram, qui a été pas mal blessé l'année dernière, même s'il a bien fini la saison, plus là, son passage bizarre avec Team USA, le fait qu'on ne sait pas s'il a envie de prolonger. Trey Murphy, il y a même Alvarado s'est pété juste avant le camp d'entraînement. Là. Donc, puis c'est quand même un role player important. Il y a une vibe un peu poissarde, j'ai l'impression, autour de la franchise. Et il y a, indéniablement, ils ont à perdre parce que au bout d'un moment, si ça ne fonctionne pas, on sait ce qui va se passer. Griffin était sur un siège éjectable aussi. Et si c'est plus lui le GM ou le président des opérations basket, c'est quelqu'un d'autre qui va arriver et donc qui va potentiellement tout faire sauter, du coach au franchise player, à tout l'effectif en fait. Donc les Pelicans, la version fantasmée qu'on en avait, moi je les adorais l'année dernière, le début de saison, je les voyais, j'avais fait des articles pour dire qu'ils étaient peut-être contenders surprise, enfin voilà. Bah, cette version un peu fantasmée d'une équipe autour de Zion, d'Ingram, avec ce coach-là, avec Willie Green, qui est un bon coach que j'aime bien en plus, bah, cette version, elle est en péril, clairement. Hein. Enfin, si ça ne fonctionne pas relativement rapidement, je pense que ça aura pas... La durée de vie sera très courte. Hein. Je vais être provocateur et c'est une blague, mais combien de temps avant qu'on rase la franchise en fait? C'était une discussion qu'on avait eue avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, avant d'être à nouveau optimiste, puis là de redevenir pessimiste. C'était de se demander, mais... Le nom, il a aucun flow. Le look, il est pas ouf. Tu vois, Laisse la mascotte tranquille. Pierre le Pélican, on a fait notre lead session la plus légendaire sur Pierre le Pélican. C'était exceptionnel. Non, mais franchement, les Pelicans, je suis désolé pour les fans de cette franchise parce qu'en fait, c'est pas. Là, je provoque un peu, j'exagère. Hein. Mais voilà, c'est une équipe qui a déjà du mal à trouver sa place en tant que franchise dans cette ligue, qui a eu du mal à trouver son. Ouais, pas son public, tu vois, mais... Un petit peu quand même. Un petit peu quand même, exactement. Un marché de basket. Hein. Ouais, c'est pas un marché de basket, c'est un marché de foot US. C'est compliqué. D'ailleurs, la proprio, elle est aussi proprio des Saints. Il y a quand même eu déjà des rumeurs de déménagement. Bon, je pense que ça se fera plus trop parce qu'il y a peut-être plus, à l'horizon une expansion de la ligue qu'un vrai déménagement. Mais voilà, il y a eu l'épisode Anthony Davis. J'ai l'impression qu'il y a eu peut-être pas forcément les mêmes erreurs. C'est ça le pire. Il n'y a pas nécessairement eu exactement les mêmes erreurs avec Zion, mais au final, plus de malchance. Et la pression, elle est aussi sur Zion, d'ailleurs. Hein. Zion, à un moment, il faut qu'on le voit sur le terrain, quoi. On sait ce qu'il vaut, mais il ne joue pas beaucoup. Sauf que lui et on l'a déjà évoqué pour des rumeurs de trade et tout ça, je pense qu'il y a encore des équipes qui miseront sur lui si ça se passe pas bien. Il est trop jeune pour que... Oui, je dirais toujours. Oui, bah, il est trop jeune pour qu'il y ait un trait tiré sur lui maintenant, même s'il venait à se repéter la jambe, là par exemple, dès le premier match de la saison. Il y aurait encore des équipes, effectivement, dans un an qui s'y intéresseraient. Je pense qu'il y a trop de potentiel. Mais voilà, moi, je suis marqué par ce que disait J.J. Redick. Genre, quand pendant plusieurs années, ça ne marche pas, en fait, au bout d'un moment, ça ne peut plus marcher, quoi. Alors là, c'est pas la même chose. Eux, ils n'ont même pas été encore dans la course au titre une seule fois. Mais quand déjà, pendant plusieurs années, tu as du mal à ne serait-ce que t'imposer dans le top 6 de la conférence Ouest,
sais pas, c'est compliqué. Peut-être l'année ou jamais avant de repartir vers une nouvelle transition, pas reconstruction. Je pense que c'est pas possible une reconstruction, mais transition quoi. Après, sur ce que tu disais sur JJ Redick, il a une dent contre les Pelicans depuis qu'ils n'ont pas voulu le trader là où ils voulaient. Et il se Mais prive lui, il pas de parlait dire. des Clippers. Ah ouais, d'accord. Non, lui, c'est quand il parlait des Clippers pour D'accord. expliquer les Ouais. Clippers de l'époque Blake Griffin, tout ça, expliquer que Mhm. voilà, à un moment, ils avaient trop perdu et que ça pouvait plus marcher quoi qu'il arrive, quoi. Ouais, ok, je vois. Mais oui. Ah ouais, spécial les Pélicans. Carrément. Allez, je vous propose un dernier tour en plus court. Allez, si vous en avez un chacun pour finir parmi les grands perdants potentiels de cette saison, du moins ceux qui ont beaucoup à perdre. Les Vas-y, Bucks. Antoine. Vas-y, Antoine. Ouais. Ah, bien vu, oui. Ouais, les Bucks, il y a la pression qui monte, quoi. Même si on ne sait pas exactement ce que ça vaut, les messages de Giannis, même si on a Chris Middleton qui nous dit que c'est la même chose chaque année, même si voilà, il y a peut-être il y a des rumeurs comme quoi c'est juste pour que Jrue Holiday aille chercher son gros contrat. Il y a quand même forcément une pression sur les Bucks. Ils sortent d'une élimination au premier tour qui a beaucoup marqué les esprits. Il y a un changement de coach. Il y a un état de santé incertain autour de Middleton. Il y a un effectif. Ils ont du mal à renouveler l'effectif autour de leurs joueurs cadres. Je pense qu'ils ont fait les bons choix en gardant certains joueurs, mais on sent qu'il y a une rotation qui n'est pas parfaite et ils ont du mal à la compléter. Il n'y a pas trop d'assets. Ils sont un peu bloqués au niveau des finances. Et puis Holiday prend de l'âge, Middleton prend de l'âge, Giannis est dans son prime, mais les deux autres, ils sont encore frais. Attention, Holiday sort quand même d'une super saison. Middleton, s'il est en bonne santé, on sait que c'est un très bon joueur, mais voilà, la trentaine est quand même déjà maintenant bien passée. Donc je pense qu'il y a une pression quand même assez importante sur les Bucks pour bien figurer, alors qu'il y a un nouveau coach. Et tu vois, t'en parlais tout à l'heure, Théo, mais bon, lui, il a été longtemps assistant, mais voilà, Ouais. directement, il est lancé dans le grand bain, quoi. T'es conscient qu'il y a plein de gens qui vont analyser ta prononciation de Jrue Holiday avec tout ce qu'on nous a dit dans les commentaires. Moi, je fais une petite parenthèse pour défendre Antoine Pimel. Parce que moi, je l'ai vu interviewer Carmelo Anthony en anglais et Carmelo, il a tout compris. Voilà. Parce qu'on parlait le langage de la street, tu vois, entre mecs de Baltimore, on se comprenait, quoi. Par un argot portoricain de Baltimore, là. Et sinon, je suis d'accord avec toi, mais voilà, les Bucks sont presque une évidence avec ce qu'on a vu récemment sur les déclarations de Giannis, elles sont assez claires et c'est presque tout à son honneur en fait. Il va pas les prendre à revers. Il dit si c'est pas compétitif, je serai obligé d'aller ailleurs. Je veux pas me contenter de ça. Donc évidemment qu'ils ont le plus à perdre. C'est un joueur. C'est le type de joueur qu'on aurait pu imaginer faire toute sa carrière dans la même équipe. Hein, Giannis, il a jamais été fasciné par les gros marchés. Il a gagné avec cette équipe. Il avait l'air de vouloir un peu cimenter sa legacy dans une même équipe. Mais il s'avère que c'est peut-être pas le cas. Donc, ils ont une pression, ils ont des choses à perdre. Ils ont des role-players à perdre aussi, que ce soit les Holiday, les joueurs qui pourraient servir justement à reconstruire l'équipe. C'est un peu précaire. C'est-à-dire que si ça commence pas bien, si les performances, si les résultats sont pas au rendez-vous, ça peut vite être compliqué. Ouais. Ouais, Shai, t'en as un autre parmi les grands perdants potentiels? Ouais, moi je voulais parler de Trae Young, mais Trae Young le franchise player. Parce que Trae Young retrouvera, si ça marche pas avec Atlanta là, je veux dire, il y a des équipes, on le sait, hein, il y a des équipes qui le surveillent. On a parlé de la connexion entre son agence et les Lakers. Bon voilà, ça, il n'y a pas de mystère. Trae Young restera en NBA et un très bon joueur NBA, mais cette idée de Trae Young franchise player, comme on a pu le voir avec Atlanta quasiment depuis le début de sa carrière, hein, il est allé en finale de conférence, le garçon quand même, c'est pas rien, il a plein de défauts, mais on pouvait l'envisager comme un franchise player capable d'être durable. Là, avec ce qui s'est passé ces les dernières saisons, la difficulté à confirmer, le fait qu'au sein même de la franchise, il y en a plusieurs qui pensent que c'est pas un bon leader, qu'il ait l'air d'avoir un comportement un peu individualiste. Là, avec un nouveau coach aussi bon et respecté que Quinn Snyder, avec un effectif que je trouve tout à fait correct, et je pense qu'Atlanta, personnellement, sera une bonne surprise à l'Est. Si ça marche pas, s'il n'arrive pas à se montrer digne de ce statut de franchise player auquel il prétend, moi je pense qu'il se voit comme un franchise player et comme une superstar de la ligue. Je pense que ce sera la fin de Trae Young comme franchise player, parce que si par ailleurs, je vois pas une équipe miser sur lui comme star principale, en fait. Je le vois bien rejoindre une super team, potentiellement, mais pas une équipe où quelqu'un lui confiera les clés comme ça. Donc après, est-ce que c'est grave? Non, sans doute pas. Mais lui, dans son optique de carrière, je pense qu'il se voit comme un top player de la ligue et un mec qui peut avoir son équipe.
Et je pense que si ça se passe pas bien, que ce soit avec Snyder ou collectivement en termes de résultats, bah, ce sera plus compliqué. Ouais. Ouais, c'est vraiment intéressant parce qu'en fait, tu as raison de mentionner l'arrivée de Quinn Snyder parce il a dit que c'était genre la grande chance de sa vie, c'était d'avoir Quinn Snyder maintenant comme entraîneur. La sauce a eu l'air de plutôt bien prendre sur le petit échantillon qu'on a vu. Je partage ton avis sur l'effectif des Hawks qui est quand même talentueux. Il y a de quoi faire. Je pense tout est en place pour qu'il fasse une bonne saison régulière. Après, Atlanta, c'est compliqué parce qu'en fait, ben voilà, c'est une équipe qui est quand même quasiment toujours, qui soit été les fois où elle a été très bonne, c'était pas une vraie menace finalement. Les saisons où ils ont été premiers de la conférence Est, ils ont eu la malchance de tomber pendant les grandes années de prime de LeBron, mais au bout du compte, le constat ça a été que c'était pas suffisamment fort pour aller loin. Et sinon, bah, c'est quand même une équipe qui a été habituée à être ventre mou de la conférence Est depuis toujours. Donc finalement, quand tu as une superstar comme ça, malgré tout, un mec qui va remplir ta salle, qui va attirer le public, qui va faire que tu auras du buzz, des images qui circulent partout, c'est dur aussi de te dire tu vas la lâcher parce que tu sais pas quand est-ce que tu vas pouvoir en reprendre une. Je veux dire, depuis Trae Young est probablement le joueur le plus spectaculaire des Hawks depuis Dominic Wilkins, quoi. Tu vois, entre les deux, quelle star charismatique il y a eu, tu vois, il y en a quasiment pas eu dans cette équipe. Ouais, c'était collectif. Ouais. Quand ça a bien marché, c'était collectif, quoi. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Donc, par contre, je comprends ce que tu dis effectivement sur le statut de franchise player. Je pense que c'est même hyper pertinent. Je suis pas certain, pour le coup, tu vois, Antoine disait tout à l'heure que t'es pas certain qu'on puisse construire un contender autour d'un pivot autre que Jokic parce que c'est un joueur vraiment à part. Moi, je suis pas persuadé qu'on puisse construire un contender autour de Trae Young. Si c'est comme ça qu'on détermine qui est potentiellement un franchise player, c'est vraiment une question intéressante. C'est super pertinent, je trouve, de ta part, Shai. Ouais, moi je te rejoins aussi totalement, Shai, et tu as raison. Si Trae Young est transféré, ça sera certainement pas, je suis complètement d'accord avec toi, ce sera pas une équipe qui va se dire bah tiens, on va faire de Trae Young. Je vois pas les équipes en reconstruction se dire bah attends, pourquoi jouer la draft? On va prendre Trae Young, c'est mieux qu'un mec qu'on va pas drafter. Je pense que ce genre de mec, une fois qu'il est transféré, tu vois, superstar, pas tout jeune, mais pas non plus qui vient d'arriver dans la ligue, mais qui a pas eu un énorme succès collectif, même s'il a quand même fait une finale de conf effectivement. C'est le genre de mec qui va se retrouver dans une franchise où il y a déjà une superstar établie, comme tu l'as très bien dit au final, et que tu vois, voilà, il rejoint le projet, et lui-même il va jouer la carte de non, mais c'est la franchise de machin, c'est pas mon équipe. Et après, ça sera une toute autre arc de carrière pour lui, c'est de se voir est-ce qu'il arrivera justement à s'adapter après, pour lui, ce serait une opportunité presque intéressante. Moi, je suis pour rejoindre Théo. Pour le coup, je pense aussi que tu peux pas construire un contender autour de Trae Young. Il y a le parallèle avec Stephen Curry est intéressant et je pense qu'il est d'une certaine manière justifié. C'est-à-dire que depuis que Trae Young est sorti de la fac, il y avait un peu le côté, bah voilà, c'est le nouveau Curry, mais on sait très bien qu'avant que tu aies un mec, enfin de toute façon, des joueurs comme Curry ou comme LeBron, tu n'as jamais un nouveau machin. C'est juste un truc qu'on se donne. Ça fait parler, mais tu as toujours un mec qui échoue un peu en dessous, quoi. C'est presque normal. Et du coup, moi, j'arrive pas. Trae Young, ça peut pas être un joueur aussi unique que Stephen Curry. Par contre, ça reste un très bon joueur. Et du coup, lui, en tant que deuxième option, avec un bon sort, enfin, ça serait une sacrée deuxième star. On avait fait un podcast, voilà, il est toujours d'actualité, écoutez-le. Hein. On a fait un podcast sur les meilleures deuxièmes options de la ligue. Si Trae Young venait un jour à venir dans cette catégorie, je pense qu'il serait assez haut. Il aurait tout un rôle à. Voilà, si ça marche pas à Atlanta, il aura des questions à se poser. Ça veut dire sans doute la défense, le leadership, etc. Mon style de jeu, porter la balle, tout ça. Mais il aurait un sacré potentiel en tant que deuxième star dans une équipe, je pense. Ouais. Carrément. Ouais, c'est clair. Allez, moi, pour finir ce dossier, je finis par un qui est... Je l'ai mis tout à la fin parce qu'on en parle tous les jours, mais c'est Damian Lillard. Au bout du compte, avec le fait que toute cette histoire de trade semble s'enliser... Alors, il y a un scénario dans lequel Damian Lillard peut être l'un des grands vainqueurs, hein, s'il rejoint une équipe qui l'intéresse et aller loin en play-off, du moins plus loin qu'il n'a pu le faire avec Portland, ou tu vois, ne serait-ce que rejouer une finale de conférence, bah, pourquoi pas. Mais finalement, au bout du compte, j'ai l'impression qu'en disant comme ça qu'il voulait rejoindre que Miami et aucune autre équipe du tout, j'ai l'impression que c'est un peu mis quand même dans une situation vraiment pas confortable. Et plus ça va, plus je me demande s'il va pas se retrouver dans une équipe qui l'intéresse pas des masses ou qui est vouée à pas aller très loin. Et moi, j'ai toujours eu ce regret pour Russell Westbrook, joueur que j'ai beaucoup aimé. J'espérais vraiment le voir finir sa carrière au Thunder, rester au Thunder avec même Steven Adams, qui est un autre joueur que j'ai adoré de cette génération-là. Au bout du compte, il est parti.
ça n'a pas mieux marché ailleurs qu'au Thunder, et je pense que son histoire, elle est quand même moins belle que s'il était resté à OKC toute sa carrière. Donc voilà, moi j'ai mis Lillard en dernier, dans le sens où s'il va à Miami, que Miami fait une finale NBA, voilà, très bien, tu dis c'est cool. S'il se retrouve dans une équipe pas terrible et qui sort au bout d'un premier tour, et qu'après il se retrouve à faire partie de ces superstars qui ont changé d'équipe à plusieurs reprises, tu dis c'est un peu dommage pour la legacy. J'aurais préféré le voir rester à Portland. C'est ça, il y a ce risque-là. De toute façon, le fait de vouloir partir maintenant, il y a ce risque. On l'a beaucoup, nous les premiers, adoré parce qu'on aimait son côté non, jusqu'au bout, même si je gagne pas un titre, il n'y a pas de problème. C'est mon équipe. Tu sais, cette approche très, très 90s un peu, ou même avant. Hein. Et là, c'est déjà un risque auprès de sa fanbase. C'est ceux qui sont pas forcément fidèles à Portland, mais c'est un risque d'essayer d'aller ailleurs et de s'exposer à des échecs. Alors que s'il avait dit jusqu'au bout, je reste à Portland, même si on joue plus jamais le titre, il aurait gardé cette image de fidèle jusqu'au bout. Et donc c'est un risque qui peut aussi être louable, hein, de se dire je me mets en danger un peu, je mets en danger cette image que j'ai. Et, personnellement, j'aurais aimé le voir rester à Portland, hein, et je pense qu'Antoine aussi, mais bon, voilà, c'est pas comme ça. Et bon, il est pas parti encore. Hein. Tous les jours dans le CQFR, on n'arrête pas de dire bon, on a des nouvelles à vous donner sur Damian Lillard, et il est toujours là. Donc peut-être qu'en février, il sera encore là et qu'il va se passer quelque chose de magique qui fait qu'il sera encore là. Mais je suis d'accord. Il a ça à perdre sur le plan de l'image, de la réputation. C'est toujours, c'est un peu délicat tout ça. Je vais ajouter un truc sur Westbrook d'ailleurs. Les équipes où Westbrook est passé depuis son départ du Thunder sont dans une moins bonne position que le Thunder aujourd'hui. Que ce soit les Wizards, les Rockets ou même les Clippers. J'oserais même jusqu'à dire les Clippers qu'on aurait pu citer dans ce podcast. Carrément. Et Lillard, il y a le risque que ce soit la même. Je dis pas que ça arrivera, mais effectivement, je vois ce que tu veux dire par pression, parce que s'il se retrouve à Miami, tu es quand même le mec qui a dit moi je veux partir, mais à la base je voulais vraiment pas partir. Là je veux partir parce que je veux gagner et je sens qu'à Portland on ne peut pas gagner. Faut qu'effectivement là où tu atterrisses, ça gagne. Pas forcément un titre, hein, je suis pas jusqu'à dire ça, mais qu'au moins que tu te retrouves dans cette catégorie, quoi, des équipes qui jouent le titre, parce que les Blazers, je pense, ne seront pas mauvais. Sincèrement, même si reconstruction il y a, ou alors ils seront peut-être mauvais par choix. Par choix, exactement. Mais en étant mauvais sur une période courte, avec un avenir d'un coup, c'est pas impossible que les Blazers dans 3 ans soient dans une belle position, pas dans une position de gagner, pas du tout, mais dans une position d'avoir une équipe compétitive et où on se dise tiens, s'il y avait une superstar dans cette équipe, ça marcherait bien. Tiens, il y en avait une il y a 3 ans et elle a préféré partir. Et où est-ce qu'il est aujourd'hui ? Ça marche pas là où il est, tu vois. Ouais. Après, bon, Miami, quand il termine à Miami, on sait qu'il y a quand même une intelligence, il y a une culture, on le répète. Des fois, ça veut tout et rien dire. À Miami, je pense qu'il y a suffisamment de base pour que ce soit solide. Mais l'ironie, alors je pense que Lillard, Butler, Adebayo, c'est très fort. Ce serait une équipe qui serait vraiment très intéressante. Mais je n'ai pas dit que j'en fasse mon favori numéro 1 à l'Est s'il termine à Miami. Par contre, ça serait effectivement une équipe qui serait dans la course au titre, ça c'est sûr. Ceci dit, s'il est à Miami, il aura ce qu'il voulait en fait. Donc quelque part, tu vois, je ne mettrais pas dans les perdants en fait. Là, ce qui m'inquiète un petit peu pour lui, c'est de me dire s'il se retrouve dans une équipe qui n'était pas une des équipes qu'il voulait, parce que le business est comme ça, et qu'en plus cette équipe va pas si loin que ce qu'il aurait espéré. Là, tu te retrouves vraiment dans le perdant quoi. Ouais. Après, j'imagine, ils vont peut-être l'avertir juste avant de le trader et de lui dire c'est à telle équipe, tu vois. Je sais pas s'il peut toujours faire marcher à dire non mais c'est bon, dans ce cas-là je reste. Tranquille les gars. Damien, t'es déjà allé à Washington ou genre non c'est bon. T'aimes bien la Caroline du Nord, Damien ou... Oh mon dieu. Non, pitié. Ouais, dur. Effectivement, non, mais tu as bien fait de citer les Clippers, qui est aussi une des équipes qui a beaucoup à perdre cette année et les suivantes. Voilà, il y en a d'autres, hein, des perdants potentiels. Bien sûr, on sait qu'à la fin, de toute façon, il n'y a qu'un seul vrai gagnant. Hein, il y en a deux, en fait. Il y a... L'an dernier, c'était les Nuggets et c'était les Spurs. Cette année, on ne sait pas qui ce sera dans un cas ou dans l'autre. Mais en tout cas, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ou sur les réseaux ce que vous avez pensé. Si vous pensez qu'on a oublié des noms importants, n'hésitez pas à nous le dire, à en débattre. Voilà, nous, on se retrouve tous les matins du lundi au vendredi pour le CQFR. Demain soir, mardi, il y aura une late session avec, donc sans moi, mais avec Shai, Antoine, qui seront, je pense, là pour répondre présent. N'oubliez pas, encore une fois, jetez un coup d'œil au podcast Hoop Culture pour nous dire ce que vous en avez pensé.
je vous invite aussi, je finis mon auto-promo là-dessus, si il y a des numéros de Rivers que vous n'avez pas encore, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur la boutique sur Basket Session pour voir ceux qui sont encore disponibles, parce que vous êtes nombreux à nous demander s'il y aura des rééditions des premiers numéros qui sont épuisés. C'est pas sûr, ça sera peut-être le cas, mais on ne sait pas quand c'est, et c'est pas automatique, ça sera pas forcé, donc n'hésitez pas à aller chercher les numéros des numéros 6 à 12, il en reste encore quelques-uns de disponibles, donc faites le plein temps qu'il y en a, et puis nous on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast long. Allez, bonne semaine à tous, salut. Ciao. Is out there, and it's either play or get played.